Le snowboard, le windsurf, le surf tracté, le skateboard, toutes ces nouvelles formes d'expression que nous avons la chance d'expérimenter sont sans limite. Être constamment en train de développer ces nouveaux sports, rallier les différents aspects de différents sports pour en créer un nouveau, ça constitue un projet phénoménal qui dure toute la vie. Moi, ce que je trouve fascinant dans ces sports, c'est qu'au lieu de se battre contre quelqu'un ou contre une équipe, on ne se bat pas contre les éléments, on utilise les éléments pour en tirer du plaisir. C'est-à-dire la pesanteur dans le parapente ou le ski, c'est-à-dire l'élément profond dans le snowboard ou dans le surf, l'eau, c'est-à-dire tous les éléments naturels, la gravité, la vague, la neige, le vent. Et l'art du glisseur, c'est de savoir utiliser une machine complexe. Une planche de surf, c'est très sophistiqué. C'est une véritable aile d'avion. Donc savoir utiliser cette machine et d'être à la fois le gréement, le moteur, le radar, le système de régulation. Ça qui est fascinant, c'est de dominer à la fois l'élément, l'outil et la glisse. Et on en tire un plaisir extraordinaire, plus le plaisir de l'effort, qui est carrément le plaisir du marathonien. Des palmes pour la propulsion et la direction, une petite planche en mousse sur laquelle on reste allongé, un leash que l'on s'attache au poignet pour ne pas perdre son précieux flotteur, et vous voilà prêt pour une bonne session de bodyboard, le plus populaire et le plus accessible des sports de glisse dans les vagues. En quelques années, le bodyboard a envahi tous les spots de surf et ses adeptes, souvent très jeunes, sont maintenant bien plus nombreux que les surfeurs. Cette pratique remonte pourtant aux origines du surf. On sait par les gravures de l'époque que les premiers surfeurs de l'histoire ont souvent chevauché les vagues allongées sur leurs planches en bois. En Californie, dans les années 50, il n'était pas rare que par forte houle, des surfeurs décident de s'équiper de matelas pneumatiques pour dévaler tout droit les puissantes vagues du Pacifique. Cette forme primaire du bodyboard allait donner l'idée à un surfeur inventeur, l'américain Tom Morey, de fabriquer au début des années 70 un engin plus performant, plus solide et donc plus facilement manœuvrable. J'ai obtenu une licence de mathématiques à l'Université de Californie. Mais en réalité, tout ce qui m'intéressait, c'était de surfer. J'étais un bon nose rider ou longboarder, si vous préférez. Je surfais pour le compte de nombreux fabricants de planches en Californie du Sud, mais je me suis mis à fabriquer moi-même des planches. Puis en 71, je suis tombé sur ce merveilleux matériau que l'on nomme polyéthylène. Ça m'a travaillé l'esprit durant quelques mois, et un jour, très exactement le 7 juillet 71, j'ai fabriqué le premier bodyboard. Je n'avais pas d'argent à l'époque, j'habitais chez un ami, ma femme était enceinte, et nous habitions juste en face d'un spot de surf. Je n'avais pas de planche et il y avait ce morceau de mousse polyéthylène dans le garage. J'ai finalement emprunté un couteau tranchant chez un voisin et j'ai coupé un morceau de mousse. Puis j'ai pris un fer à repasser et une feuille de journal et je me suis aperçu que l'on pouvait ainsi transformer la mousse en une surface très lisse. J'ai retiré le journal qui empêchait le fer de coller à la mousse et le rendu était très satisfaisant. C'est ainsi qu'en 71, sur la plage de Kailua, dans les îles d'Hawaï, est né le premier bodyboard. Et j'ai tout de suite compris que c'était un merveilleux jouet, parce que, pour la première fois, je pouvais sentir la vague. Je pouvais sentir l'océan sous mon corps grâce à la grande flexibilité de la mousse. J'aime beaucoup penser que grâce à cette invention, des millions de personnes peuvent aujourd'hui facilement ressentir la puissance de l'océan. Once again, all professionals not involved in the finals or semi-finals, please do check in. Le phénomène bodyboard a rencontré un énorme succès sur les plages françaises. Une telle ampleur qu'en 1992, le Girondin Nicolas Capdeville devenait champion du monde amateur.
Alors je m'appelle Nicolas Capdeville, dit Cap2, et j'ai 23 ans et j'ai pratiqué le bodyboard en 1986. Ma première compétition a été en 88, donc ça va faire quasiment 9-10 ans que j'ai commencé à faire du bodyboard. Je viens de Mimizan dans les Landes, mais je suis né à Arcachon en Gironde et j'habite à Biscarrosse, donc j'ai toujours été en bordure de mer, donc il fallait bien qu'un jour ou l'autre je me mette dans un sport de glisse près de l'océan. J'ai commencé le bodyboard parce qu'un camarade à moi avait 2 planches de surf, m'a fait essayer le surf, contrairement à certains. Et je voulais m'amuser d'emblée, partir à l'eau et prendre des vagues, m'amuser, mais c'était trop dur avec le surf. Il m'a dit bon viens. Il m'a sorti une planche qui était un Moray Boogie à l'époque, le premier que Michel Hoff avait fait venir. Et j'ai essayé et de suite ça a été l'amour, l'amour passion. Cap2 est un professionnel à part entière. À ce jour, aucun surfeur métropolitain n'a accompli ce qu'il a réussi en bodyboard. En découpant sa planche de polyéthylène, Tom Moray ne soupçonnait sûrement pas qu'un Français accéderait un jour au top niveau de cette discipline. Je n'ai jamais eu une idée très précise de l'ampleur que prendrait le bodyboard. Mon imagination ne va pas dans cette direction. Je pense plutôt en termes de produits, de vie, de réalité, pour léguer un meilleur avenir à mes enfants. Je suis absolument enchanté par le succès qu'a recueilli cette petite planche au cours des 20 dernières années. De tous les sports de glisse, le bodyboard est celui qui remporte le plus franc succès chez les femmes. Là encore, sa relative facilité d'utilisation, qui demande moins d'efforts physiques que la pratique du surf ou du windsurf, explique le nombre toujours croissant de jeunes filles sur les spots. Ça me déchire le cœur quand je vois une femme s'imaginant faire de l'exercice, courant dans la rue avec des haltères et un Walkman à la ceinture. Quand je pense à tout ce que l'océan pourrait lui offrir, plus de femmes devraient faire du bodyboard. C'est un sport facile et sans risque. D'ailleurs, nous travaillons sur de nouveaux modèles, plus fins et plus étroits, plus adaptés au physique féminin. Pratiqué dans des vagues de petite taille, le bodyboard ne présente pratiquement aucun danger et transforme un exercice physique en une véritable partie de plaisir. Mais comme les surfeurs, les meilleurs bodyboarders affrontent régulièrement des vagues à ne pas mettre sous toutes les planches. Dès lors, le bodyboard prend une toute autre dimension. Les surfeurs le savent bien et font preuve d'un profond respect pour ces nouveaux glisseurs qui repoussent toujours un peu plus les limites de la gravité. Le bodyboard est à l'évidence un sport fantastique et les manœuvres sont finalement très différentes de celles du surf parce qu'on est allongé. Les bodyboarders peuvent se mettre dans des situations beaucoup plus critiques dans la vague, comme la tête en bas dans le tube ou à l'envers dans la pente. Lorsque vous êtes debout sur votre planche, vous ne pouvez pas vraiment faire ça, ou du moins pas encore. Laird Hamilton est né à Hawaï. Son père Billy est l'un des surfeurs les plus respectés de l'archipel. C'est sous sa surveillance que dès son plus jeune âge, Laird a découvert le surf et tous les sports de glisse qui en sont issus. Résident sur l'île de Maui, on le croise pourtant très souvent sur l'île voisine d'Oahu, qui possède les plus beaux spots de surf au monde. J'ai appris à nager avant même de pouvoir marcher. Parce que ma mère m'a jeté dans une piscine quand je n'étais encore qu'un bébé et m'a dit « Allez, nage !»
Alors j'ai nagé. J'aime les sports qui se pratiquent dans l'eau, parce que nous sommes tous faits d'eau. Excellent surfeur, Laird est également un brillant windsurfer. C'est d'ailleurs dans ce sport qu'il a acquis une renommée mondiale dans les années 80. Son imposante stature, couplée à un style particulier, est rapidement devenue très reconnaissable dans tous les sports qu'il pratique. C'est à un grand surfeur américain de l'entre-deux-guerres que l'on doit l'invention du windsurf. En 1935, Tom Blake, inventeur entre autres de la dérive sous les planches de surf, fixe un mât et une voile sur l'une de ses planches. À l'aide d'un gouvernail qu'il contrôle avec le pied, il réussit à naviguer. Mais la guerre éclate et l'invention passe aux oubliettes. 30 ans plus tard, en 1968, les Américains Earl Schweitzer et Jim Drake découvrent le joint universel. Basée sur le principe de la rotule, cette invention va permettre une libre articulation du mât sur la planche. Le système est très vite repris par les fabricants de planches à voile et en 1973, le windsurf arrive en France. Depuis le début de l'été, Bénodet est devenu une plage de surf. Et pourtant, il n'y a pas la moindre vague à Bénodet. Pour éclaircir cette apparente contradiction, il faut suivre quelques instants l'homme à la planche. Avec une planche, sur l'eau, on peut encore faire beaucoup de choses, même sans vague. Voici par exemple une éblouissante démonstration de surf corse. Mais Bénodet, c'est en Bretagne. Et l'Atlantique, tout le long des côtes bretonnes, est la mer d'élection de la voile. Il n'est donc pas étonnant qu'en provenance directe des côtes californiennes où il a été inventé, soit venu s'échouer en tout début de saison sur cette plage le premier windsurfer. Accessoires indispensables pour transformer une planche de surf en windsurfer, une voile et une dérive. Qualité indispensable pour pratiquer ce nouveau sport, beaucoup d'équilibre. 10 kg pour la planche, 7 pour la voile et le mât. Par bon vent, sur allure portante, on atteint 20 nœuds, c'est-à-dire plus que la plupart des voiliers classiques. Seule ombre au tableau, le prix, environ 2000 francs. Ce qui explique qu'il n'y ait encore en France que 150 windsurfers. Mais la production en série devrait permettre une baisse importante la saison prochaine. Et l'on joue avec le vent sans autre intermédiaire que ses bras. Pureté et simplicité. Comme vous l'avez vu à l'instant, ça paraît très simple, alors moi aussi je vais essayer. Je vais prendre ma première leçon de windsurf. Bon, alors tout le monde sur la planche. Tu redresses à la voile tout à l'heure, monte d'abord sur la planche, un pied de chaque sur la dérive, bien au milieu de la planche, ton pied avant au milieu de la planche. Tu redresses, pareil à choquer la main arrière s'il y a trop de vent, balance le mât un peu vers l'avant. Les pieds sur l'arrière, pas trop. Deuxième tentative. Un peu plus en arrière, le pied avant. En arrière, oui. Alors les genoux bien déverrouillés. La main arrière très molle. Recule un peu la main arrière. Redresse le mât. Redresse bien le mât. Allez, borde, puis la main, puis le bras arrière. Avant, plus le mât vers l'arrière. Le windsurf va vite connaître une très forte expansion. Praticable sur n'importe quel plan d'eau pourvu que le vent soit au rendez-vous, il se développe beaucoup dans des pays européens où l'on ne considérait même pas la possibilité de surfer. En Allemagne, aux Pays-Bas, en France, surtout sur les côtes bretonnes et méditerranéennes, des centaines de jeunes, lassés par la voile traditionnelle, se ruent sur les planches à voile. L'une des raisons de l'extraordinaire développement du windsurf dans le monde est la très sérieuse recherche technique dont il a bénéficié, contrairement au surf dont l'évolution est restée relativement limitée par manque de moyens.
Les windsurfers ont profité d'une excellente politique de marketing et beaucoup d'argent a été régulièrement investi dans la recherche de nouveaux flotteurs ou de nouvelles voiles. En 1983, à l'occasion de la semaine de vitesse à Brest, le colosse américain Fred Heywood dépasse les 30 nœuds, soit plus de 55 km/h, grâce à son mât L, profilé de manière à limiter les frottements et autorisant une bien meilleure pénétration dans l'air. Le dernier record en date est détenu par le breton Thierry Bielac. En 1993, il a propulsé sa planche à plus de 45 nœuds, soit l'incroyable vitesse de 84 km/h sur l'eau. Cependant, beaucoup d'autres concurrents sur leur drôle de machine convoitent ce record. Lorsqu'il rentre en contact avec le mât, le vent est détourné dans deux directions autour de la voile. En épousant la courbe de sa partie supérieure, il crée une zone de basse pression. Pour compenser ce phénomène, une zone de haute pression se forme dans la partie inférieure de la voile. Cette continuelle opposition entre zone de basse et haute pression donne la poussée nécessaire au fonctionnement d'une voile. Pour l'utilisateur, il s'agit de trouver le meilleur compromis avec beaucoup de délicatesse et bénéficier ainsi de la pleine puissance de sa voile. Au début des années 80, une nouvelle discipline voit le jour. Grâce à l'apparition des footstraps, des sangles fixées sur le flotteur qui permettent de conserver les pieds collés à la planche lors des sauts et des virages serrés, le funboard remporte un énorme succès et devient rapidement la discipline la plus prisée par le public. L'Américain Robby Naish, qui a passé toute son enfance à Hawaï et qui s'est déjà fait remarquer en remportant le championnat du monde de windsurf en 1976 à l'âge de 13 ans, va littéralement survoler le circuit professionnel de funboard jusqu'à la fin des années 80. Le windsurf a trouvé son héros. L'extraordinaire carrière de Robby Naish et de sa voile rose a fait rêver des milliers de windsurfers à travers le monde. Et naturellement, les élèves ont fini par dépasser le maître. Comme tous les grands champions, Naish a accepté la loi des générations et il ne refuse jamais une bonne session avec les autres professionnels du circuit, comme ici en compagnie du talentueux Jason Polikoff. Jason Polikoff est australien. Comme la majorité de ses compatriotes, il passe sa vie dans l'océan et pratique tous les sports qui y sont liés, à commencer bien sûr par le surf. Ça c'est Bells Beach, une super plage pour le surf et le windsurf. J'adore cet endroit et je surfe tout le temps ici. Je pense que pour devenir un très bon windsurfer ou pour avoir un beau style, il te faut des notions de surf. Ça te permet une meilleure lecture de la vague car tout est dans la planche et non dans la voile. Du coup, lorsque tu repasses sur ton windsurf, tu conserves cette approche issue du surf. Polikoff fait figure de casse-cou dans le monde du windsurf. Il innove sans cesse, ce qui lui vaut bien souvent de passer plus de temps dans l'eau que sur sa planche. Mais avec Jason, le windsurf progresse. J'entends là dans la coulisse. Quels sont ces grognements, ces corporicles?
Une compétition de funboard en salle, en plein cœur de Paris. C'est l'incroyable défi que les organisateurs du Fun d'Or de Bercy ont relevé en installant d'énormes ventilateurs autour d'une piscine. Les vagues ont été remplacées par un tremplin et les Parisiens peuvent ainsi découvrir toutes les facettes du windsurf, confortablement installés dans une tribune et en économisant un aller-retour pour Hawaï. En revanche, pour les stars de windsurf, pas d'économie en ce qui concerne le matériel. J'ai complètement détruit 2 planches l'an dernier, et d'autres ont déchiré des voiles, cassé des mâts et des dérives. C'est très dur pour le matériel ici. Jason Polakov. Jason Polakov est aujourd'hui considéré comme le meilleur dans les vagues. Mais pour décrocher le titre de champion du monde, il s'agit d'être un windsurfer complet. À ce jeu, l'hispano-hollandais Björn Dunkerbeek est intouchable. Véritable machine de compétition, cet Européen est venu bouleverser la hiérarchie mondiale à la fin des années 80. Normalement, lorsque je joue au tennis ou au golf, je trouve ça terriblement ennuyeux au bout de 10 minutes. J'aime bien frapper dans la balle pour voir jusqu'où elle va, mais après quelques coups, j'en ai marre. C'est très différent avec le surf ou le windsurf. Quand il y a des grosses vagues et du vent, tu prends comme un rush d'adrénaline. Et c'est ça que nous recherchons tous. Taper la lèvre aussi fort que possible, sauter toujours plus haut. Ça, c'est la vie. Björn Dunkerbeek n'est peut-être pas la star la plus fun du windsurf, mais son talent dans toutes les disciplines est indiscutable. Que ce soit en vitesse, en slalom, en course racing ou dans les vagues, il se classe systématiquement dans les tout premiers. Et à ce rythme, il bat déjà les nombreux records établis par le roi Nesh. C'est très excitant de faire du windsurf dans ces conditions, mais heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. C'est incroyable, toute cette eau en mouvement, la puissance des vagues. Si tu tombes au mauvais endroit, tu peux vraiment te faire mal, perdre ton matériel et même te noyer. C'est cette conscience du danger qui fait monter le taux d'adrénaline et tu essaies de le contrôler, mais tu n'y arrives pas. C'est ce qui nous fait continuer. Laird Hamilton continue de pratiquer régulièrement le windsurf. Comme il aime à le répéter, il apprécie tous les sports de glisse, avec une préférence certaine pour ceux qui se pratiquent dans l'eau. Son but avoué d'exceller en tout en fait l'archétype du glisseur du futur. Être champion du monde dans une seule discipline, je trouve ça un peu démodé. On a eu beaucoup de cas, beaucoup de champions d'un seul sport depuis de nombreuses années. Je pense qu'il est plus intéressant d'avoir de la variété. Les jours sans vagues ni vent, Laird continue de glisser avec tout ce qui lui passe sous les pieds, comme ce skateboard 4x4 équipé de footstraps.
J'apprécie le talent des skateboarders, mais pas trop le ciment. Le skateboarder moderne, avec sa panoplie à la Goldorak, a acquis sa propre identité. Il ne ressemble plus beaucoup à son cousin le surfeur, qui est pourtant, une fois de plus, l'inventeur de ce sport de glisse au début des années 60. Lassé par de longues journées sans vagues, un groupe de surfeurs californiens démonte les roues d'une voiture d'enfant et les installe sous une planche en bois. L'utilisation qu'ils en feront ce jour-là est certes quelque peu cocasse, mais le skateboard est né et va rapidement faire le tour de la planète. L'incontournable Joël de Ronet fut le premier à en ramener un exemplaire en France. Le skateboard, c'est en 1964. C'est à la suite de mon voyage en Australie où j'ai été faire les championnats du monde, les premiers championnats du monde de surf en Australie. J'étais le représentant français. J'ai connu là-bas Midget Farley, Joey Cabell et toute l'équipe. Et j'ai ramené un truc que m'a donné Mike Doyle, un grand surfeur américain, petite planche à roulettes qui était le skateboard. On l'a ramené en France et mon frère et moi, on est allés voir une fabrique de patins à roulettes. Et on leur a dit, c'est l'avenir. Ils nous ont regardé comme ça, ils ont dit, vous êtes fous. J'ai dit, oui, l'avenir, c'est ce petit truc-là, la rotule qui permet d'orienter sa planche. Il faut déposer ça et ils nous ont absolument pas cru, on a laissé tomber. Ceux-là n'ont qu'à se convertir sans délai au surfing à roulettes, qui commence à son tour à faire fureur même en dehors des plages. Pas besoin de vagues, elles seraient même plutôt gênantes. Seule une déclivité, plus ou moins forte selon le talent de chacun, est nécessaire à l'exercice de ce sport nouveau et apparemment peu dangereux, sauf peut-être en cas d'excès de vitesse. De tous les sports de glisse, le skateboard est celui qui va connaître le plus de hauts et de bas. Les surfeurs, premiers utilisateurs, ne le pratiquent pas assez régulièrement pour s'intéresser de près à son évolution et se contentent de n'importe quel engin pourvu qu'il roule. Le skate a presque totalement disparu lorsque les roues en polyuréthane apparaissent au début des années 70. Plus souples et absorbant mieux les chocs, elles vont pendant quelque temps offrir un regain d'intérêt pour ce sport qui évolue par cycle. Au début des années 80, les skateboarders américains mettent au point les premiers skateparks. Pratiqué jusque-là dans la rue, le skate et ses adeptes trouvent dans ces vagues de ciment une excellente aire de jeu. Le business du skate est relancé et l'on construit des dizaines de skateparks dans le monde. De Tokyo à New York en passant par Paris ou comme ici au Cap Ferret en Gironde. Mais là encore, le mouvement sera de courte durée. À la fin de la décennie, la plupart des parcs sont délaissés par les skateboarders et faute d'une bonne politique d'entretien, ils seront presque tous détruits au profit d'activités plus rentables. Du coup, les skateboarders envahissent de nouveau la ville et ses trottoirs, ses places et ses parkings. Les manœuvres s'effectuent désormais au gré des obstacles. Les compétitions modernes n'ont quant à elles rien perdu de leur intérêt. Les magnifiques rampes construites pour l'occasion ressemblent quelque peu à des piscines vides. Et les slams, killer airs et autres ollies que réalisent les skateboarders font rêver les surfeurs. Malgré les multiples péripéties de son évolution, le skate a eu une indéniable répercussion sur le surf des années 90. Mais plus flagrante encore est son influence sur le dernier né des sports issus du surf, le snowboard ou surf des neiges. Comme vous l'auriez deviné, le snowboard nous vient des États-Unis. Développé au milieu des années 70 par des surfeurs skieurs californiens, les Français découvrent le snowboard un dimanche après-midi lors d'un grand moment de télévision. Ce sont deux nouveautés qu'en images nous allons découvrir ensemble tout de suite. Deux nouveautés, les images sont incroyables et les nouveautés sont vraies, comme vous allez pouvoir le constater.
C'est incroyable, mais c'est vrai, les sports de neige ont mis au monde en 1980 deux nouveaux-nés, le ski bird et le ski surf. On se prépare pour le ski bird. Les pieds se bloquent sur le monoski, perpendiculaire à ce dernier, comme pour faire du surf. C'est incroyable, mais vous allez voir, c'est vrai, ça tient. Et puis il n'y a plus de bâton, et c'est là la nouveauté, il y a des ailes. Et munis de leurs ailes, qui sont en fibre de verre, les nouveaux skieurs vont glisser sur des pentes rectilignes atteignant 45 degrés. Et ils vont trouver leur point de stabilisation à 90 km à l'heure. Si vous voulez devenir un adepte du ski bird, sur les pentes des arcs de mille, il ne vous en coûtera que 100 francs pour une paire d'ailes. Le ski bird, comme vous le voyez là, peut se pratiquer aussi sur des skis traditionnels, mais surtout, plus de bâton, des ailes, s'il vous plaît. Voici le ski surf. Les pieds sont perpendiculaires. J'allais dire au monoski, mais allons-y, au surf. C'est la même position que sur mer. Ça s'apparente presque parfaitement à la technique du surf sur vague. Et la recherche de la glisse, comme on dit, procure des sensations tout à fait nouvelles. Bref, des sensations incroyables. Ça va vite, c'est beau, c'est incroyable, c'est vrai. Peu de chance de croiser un skibird sur les pistes de nos jours. Mais le snowboard a par contre pris son envol et les snowboarders, eux, n'ont pas besoin d'ailes. Pratiqué à l'origine par des montagnards en quête de nouvelles sensations sur la neige, il a rapidement pris toutes les formes possibles et imaginables d'utilisation. 4 disciplines sont au programme du championnat du monde. 3 sont directement inspirées du ski. Le slalom, le supergéant et les bosses. La 4e, le halfpipe, discipline principalement orientée sur les sauts et les figures aériennes, constitue sa plus récente évolution. À ce rythme, on se demande si le surf des neiges n'aurait pas mieux fait de s'appeler skate des neiges. La nouvelle génération de snowboarders, issus pour la plupart de grands centres urbains, dévalent d'une piste à l'autre à la recherche de la moindre bosse pour se jeter en l'air. Je crois qu'il y a presque un tiers dans les stations de sport d'hiver de gens qui font du snowboard. Et lié à ça aussi une mode formidable, un équipement. Le snowboarder a un style, un look différent du skieur. Il n'est pas habillé en serré et en fluo, il est habillé en large et en couleur sombre. Il surfe en groupe. C'est tout à fait un art de vivre différent du ski, plus ouvert, plus relax, moins compétitif. Et je crois qu'il est là pour rester et pour durer. Mais encore une fois, ça renforce la synergie entre le windsurf, le ski, le snowboard et le surf. D'ailleurs, tous les films maintenant de glisse moderne ont des séquences de snowboard, de skate, de planche à roulettes, de ski et de wind. Comme dans tous les sports de glisse, il existe des puristes du snowboard. Ceux qui recherchent avant tout le calme et la tranquillité d'horizons lointains et surtout pentus. S'évader loin des stations de ski et de leurs pistes damées pour découvrir des sites vierges de toute activité humaine, voilà l'unique but de ces chasseurs de poudreuses. L'une des dernières frontières du snowboard, c'est la Russie, et plus précisément les gigantesques cirques de la chaîne montagneuse du Caucase. Du mois de novembre et jusqu'à la fin mai, des tonnes de neige s'amassent sur ces hauts reliefs, offrant des kilomètres de descente en pleine poudreuse. Le seul moyen de se déplacer sur place est l'hélicoptère. Fini les longues attentes au pied des remontées mécaniques des stations de ski. Place aux grands espaces et à la totale liberté d'expression.
Pour les snowboarders, le Caucase, c'est l'extase. Les surfeurs en ont rêvé, les Japonais l'ont fait. Nous sommes à Miyazaki, au Japon, sous le dôme de l'océan. Ce n'est pas la première piscine à vagues construite dans le monde. La Californie et le Texas, aux États-Unis, s'étaient dotés d'une telle attraction dès le début des années 80. Mais cette dernière née est de loin la plus performante. Capable de produire des vagues de plus d'1 mètre sur une distance d'environ 50 mètres, ce morceau d'île tropicale en plein cœur du Japon a coûté la bagatelle de 80 millions de dollars. Une seule vague est générée toutes les 30 secondes de chaque côté de la piscine. Le surfeur attend gentiment dans son coin que les puissantes pompes installées derrière le bassin recrachent l'important volume d'eau qu'elles ont aspiré. L'ondulation ainsi créée vient ensuite déferler sur un fond relevé, parfaitement étudié pour reproduire les conditions naturelles que l'on retrouve sur nos plages. Du sable a même été amené au bord du bassin et à l'endroit où se massent les nouveaux plagistes en salle. Les Japonais montrent la voie. Je pense que pour les citadins, et de plus en plus de gens vont vivre dans les villes, la tendance le montre, il sera nécessaire de se préparer au surf des plages. Et pour cela, faire de l'exercice et même des compétitions indoor. Regarde le succès du surf funboard à Bercy, par exemple, qui maintenant s'est cloné dans le monde entier. Et l'Allemagne, l'Italie font des championnats de fun indoor. Vous avez vu le ski également, où on peut faire du ski avec de la neige artificielle dans les villes. Il est évident pour moi que la prochaine étape sera le surf indoor. Rien de mieux pour assurer la promotion et la crédibilité du site que d'inviter 8 des meilleurs surfeurs mondiaux à participer à une exhibition. L'ambiance est parfaitement détendue pour ces duels dont le seul enjeu est une poignée de dollars. Les juges aussi ont choisi le style dilettante et se contentent de brandir des pancartes aux couleurs des compétiteurs pour désigner le vainqueur. Pour la petite histoire, c'est un Brésilien qui l'emporte, mais en réalité ce sont tous les surfeurs qui y gagnent, surtout ceux qui vivent à plusieurs centaines de kilomètres des côtes. La preuve est faite que l'on pouvait reproduire des vagues surfables en piscine. Et un jour peut-être, le champion du monde sortira tout droit de ces vagues artificielles, sans jamais avoir surfé dans l'océan. Retour à Hawaï, loin de l'ambiance survoltée des piscines à vagues, et cette fois en plein océan. Pour le commun des mortels, les vagues hawaïennes sont souvent trop fortes pour une simple baignade. Mais pour Laird Hamilton et quelques amis, elles sont presque devenues trop petites.
Ils viennent de mettre au point une technique révolutionnaire pour affronter des vagues dont la taille et la puissance dépassent l'imagination. Nous estimons devoir rester les gardiens de ce que nous avons créé, parce que nous pensons que les gens qui n'ont pas les mêmes moyens physiques ou la même connaissance que ceux qui pratiquent ce nouveau sport mettent réellement leur vie en péril. L'apparition des petites planches, des dérives multiples ou du leash a indéniablement constitué de grandes avancées dans la pratique du surf moderne. Mais ce que Laird et quelques copains windsurfers développent depuis 2 ans va bien au-delà d'une simple avancée. C'est une révolution. Car pour affronter les monstres liquides de ce spot récemment découvert sur l'île de Maui, une simple planche de surf ne suffit plus. Laird a baptisé l'endroit Jaws, les mâchoires. La vague déferle en plein océan et présente un problème majeur. Impossible de démarrer à la rame tant le volume d'eau déplacé et le mouvement qu'il produit sont importants. Il faut donc trouver un moyen de se lancer dans la vague avant qu'elle ne casse. En grand spécialiste des sports de glisse, Laird Hamilton a trouvé une solution. Un jet ski muni d'une corde à l'image du ski nautique et le tour est joué. Mais cette solution pose une nouvelle contrainte. Pour supporter la traction en position debout, le surfeur doit avoir les pieds solidement ancrés sur sa planche. La solution est issue cette fois d'une windsurf, des footstraps ultra fins, spécialement conçus pour cette nouvelle forme de glisse extrême. Le surf tracté, qui rassemble les caractéristiques de presque tous les sports de glisse, y compris le snowboard et le skateboard pour les manœuvres, est finalement au point. Et ce n'est qu'un début. Pour pouvoir surfer cette nouvelle vague, que l'on commence à peine à connaître, il faut être capable de supporter la puissance des vagues du North Shore, sur l'île d'Oahu. Le North Shore reste considéré comme la Mecque du surf. C'est là que les plus hautes performances sont systématiquement atteintes dans le surf moderne. Et chacune des personnes qui pratiquent le surf tracté en ce moment a la capacité de surfer le North Shore. Ils sont de plus tous habitués aux footstraps, à la vitesse et au positionnement dans les grosses vagues. Tout cela fait qu'on peut avoir l'impression que ce que nous faisons est relativement facile. Il est très décevant de s'apercevoir à quel point c'est difficile en réalité. D'habitude, lorsque quelque chose paraît facile à faire, c'est parce que la personne qui le fait bien. Et plus ça paraît facile, meilleurs ils sont. Les gens ne se rendent pas très bien compte de la réelle difficulté qu'il y a à surfer ces vagues. Plus le moment est intense, comme par très fort vent, ou lorsque les vagues sont énormes, ou que la montagne est très raide, plus vous vous échappez de tout ce qui vous entoure, parce que vous ne pensez qu'à ce moment. Un moment qui pourrait bien faire changer tous ceux qui suivent. Les planches de ces Big Wave Riders modernes sont très différentes de celles utilisées à Waimea Bay. Maintenant propulsé par un jet ski, le surfeur n'a plus besoin d'un flotteur de plus de 3 mètres sous le ventre pour démarrer à la rame. Laird utilise des planches de seulement 2 mètres à 2,50 m de longueur. Elles sont également bien plus étroites et mesurent à peine 40 cm de largeur, contre 45 ou 50 cm pour les planches utilisées jusqu'alors dans les vagues de cette taille. Ces quelques centimètres gagnés de part et d'autre peuvent apparaître comme de menus détails, mais en voyant les courbes, plus proches du snowboard que du surf traditionnel que tracent Laird et ses pairs sur ces monstres, on réalise mieux qu'ils ont une importance capitale. Ajoutez à cela les footstraps et vous obtenez une dimension jamais atteinte auparavant dans la pratique du surf. Sauts en milieu de vague, aérioles et loopings dans ces montagnes d'eau font presque oublier qu'une simple chute au mauvais endroit peut avoir des conséquences fatales pour ces surfeurs. Si vous ne respectez pas les vagues, l'océan, le vent ou la montagne, ils vont vous corriger. Ils vous corrigeront de toute façon, et c'est de là que vient le respect.
Vous respectez l'océan à cause de sa puissance, vous respectez la montagne parce qu'elle peut tuer, même chose pour le vent qui détruit tout, mais tous ces éléments apportent aussi de très grandes joies. Toutes ces choses apportent du plaisir lorsqu'on les respecte et les utilise correctement. Si très vite nous n'apprenons pas à prendre soin de notre planète, nous ne pourrons plus jamais surfer. Nous ne pourrons plus jamais faire de snowboard ou de ski. En ce moment, nous polluons le monde avec une ampleur jamais atteinte auparavant. Et ce manque de respect des hommes envers la Terre et envers le ciel et la mer montre bien le manque de respect entre les hommes eux-mêmes. C'est au cours de ces multiples voyages que Laird Hamilton a pris conscience de l'ampleur mondiale de la pollution marine. Si les îles Hawaï restent relativement épargnées par ce fléau grandissant, la plupart des rivages continentaux sont eux largement souillés. En France, des tonnes de déchets, dont plus de 80% sont en plastique, jonchent les plages et le fond marin. Les surfeurs sont particulièrement sensibilisés par ce grave problème. Il y a un certain ras-le-bol qui se dégage maintenant d'un peu tous les utilisateurs de la mer, et je pense qu'il faut se tenir la main parce que la finalité c'est que ce soit les pêcheurs, que ce soit les surfeurs, que ce soit les plaisanciers, que ce soit les baigneurs, on doit tous être conscients du phénomène écologique qui est... on arrive au 21e siècle avec une planète, c'est une véritable poubelle. C'est dans ce contexte qu'au début des années 80 s'est créée en Californie la Surfrider Foundation. Cette association, qui comprend aujourd'hui des antennes dans le monde entier, dont une est basée en France, à Biarritz, participe à de multiples opérations visant à faire prendre conscience à un public souvent mal informé de l'ampleur du préjudice pour l'environnement. Ramassage de déchets, manifestations contre le nucléaire et les rejets toxiques dans l'océan, des surfeurs de renom se sont impliqués, comme Tom Curren ou l'Australien Gary Elkerton qui réside en France depuis une dizaine d'années. La cible principale se situe, je pense, dans les hautes sphères de la hiérarchie politique. Je crois que ces gens n'ont aucun respect pour les plages. J'ai eu un problème en Australie il y a quelques années. J'ai attrapé un virus dans l'estomac pendant une compétition parce qu'on surfait tout près d'une sortie d'égout en pleine mer. J'ai annoncé que je ne participerai plus à cette compétition tant que le problème ne serait pas réglé. Et aujourd'hui, c'est l'une des plages les plus propres de Sydney. Il faut s'en prendre au plus haut niveau. On pourrait par exemple ramasser tous les déchets, les seringues, les bouteilles en plastique et tout ce qui se déverse dans l'océan et empiler tout ça dans leur bureau pendant qu'ils travaillent. C'est la même chose pour moi. Et d'ailleurs, pas que pour moi, mais pour quiconque aime la plage et veut pouvoir en profiter sans attraper des infections aux oreilles ou au nez. C'est pourquoi il faut du soutien. Il faut soutenir les associations comme la Surfrider Foundation pour être toujours plus nombreux contre la hiérarchie. Au Royaume-Uni, nous avons également une association de surfeurs qui milite contre la pollution. L'an dernier, ils sont allés manifester devant le Parlement en combinaison et avec leurs planches sous le bras. C'est ce genre d'action qu'il faut multiplier pour arriver à quelque chose. Des actions qui consistent aussi et surtout à léguer aux générations futures de vraies solutions pour qu'elles ne reproduisent pas les erreurs commises jusqu'à présent.
Il devrait y avoir un programme d'information sur la pollution dans toutes les écoles. Depuis que je vis en France, je vois de plus en plus de gens qui surfent. Et je pense que pour être associé à cette culture, il vous faut vraiment respecter les plages. Cela finira par venir si l'on s'en charge dès la petite école. Je pense que les enfants doivent impérativement être conscients du problème, car ce sont eux qui feront le monde de demain. L'avenir du surf et de ses alliés dépend entièrement de notre attitude future envers l'environnement. Et si ces sports disparaissent un jour, les hommes ne tarderont pas à subir le même sort. Le surf, c'est la capacité d'aller dans le même sens que les éléments. Lorsque le vent souffle, vous allez dans son sens, non contre lui. La résistance ne fait pas partie des sports de glisse. Il faut savoir utiliser l'énergie à bon escient. Au même titre que vous n'essayez pas de faire du snowboard en remontant la pente ou du cerf-volant contre le vent, vous ne roulez pas en sens inverse sur la route, sinon vous rentrez dans quelqu'un de face. Le surf est le symbole de cette idée et de ce concept de parfaite harmonie avec la nature.